Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce troisième entretien avec Alexandre Lacroix, le directeur de la rédaction de Philosophie Magazine et l'auteur aux éditions Alary, de La danse, philosophie du corps en mouvement. Il y a autre chose peut-être qu'on peut dire à propos de cette étrange vie. Il y a plusieurs choses, mais il y en a une sur laquelle j'aimerais vous entendre vous exprimer, c'est la brièveté de cette carrière. Ah oui, ça c'est au cœur du livre. Évidemment, j'ai assisté aux adieux j'ai suivi Ludmilla, mais il faut aussi rendre hommage à Stéphane Bullion. J'ai suivi particulièrement un spectacle qui est un duo entre Stéphane Bullion, qui est aussi Étoile, et Ludmilla, qui s'appelle Another Place. Et ce spectacle s'est clos par les adieux de Stéphane, 42 ans, donc retraite. On est à la retraite à 42 ans. Quand on est Étoile, c'est une retraite qui permet de vivre. Mais c'est très étonnant, si vous voulez pratiquer un art à ce niveau, on va pas dire à un écrivain, t'es au sommet de ta forme, t'as publié 10-15 livres, c'est bien. Mais là, t'as 42 ans, ça s'arrête. Et un acteur, pas davantage. Oui. Alors, un acteur, il faut qu'il continue d'éveiller le désir des réalisateurs. Il est quand même un peu à la merci mais le danseur, ça s'arrête à un moment où il est un peu au sommet de son art. Vous avez l'air d'en douter. Oui, j'en doute un peu parce que je pense à plusieurs exemples précis de danseurs admirables qui, à 42 ans, commençaient vraiment à avoir du mal parce que le corps est le corps et qu'il y a un moment donné où on n'arrive plus à faire ce que, non pas ce qu'on faisait très facilement à 20 ans, mais ce qu'on faisait encore avec une grande fluidité quand on en avait 35 et puis bizarrement, ça tombe. Et là, les articulations se font... Alors, certains se blessent ou ont des blessures importantes, mais moi, ce que je retiendrai, c'est que il y a une belle différence entre la danse et le sport. C'est-à-dire que dans le sport, évidemment, les performances des athlètes, des footballeurs chutent après 30-35 ans. Mais dans la danse, il s'agit effectivement d'avoir un niveau de technicité qui est important. Pour moi, la technicité n'est pas le principal. Ce qu'on voit chez les jeunes danseurs, c'est beaucoup de technique et beaucoup d'explosivité. Donc, ça en met un peu plein la vue. Mais il y a parfois un problème du côté de l'expressivité du mouvement. En fait, le danseur, comme c'est un artiste, doit interpréter des rôles. Et pour pouvoir interpréter le rôle, pour pouvoir interpréter le désir, la colère, la tristesse, le délaissement, la séparation, enfin, tous les rôles que vous trouvez dans les chorégraphies, il me semble que l'épaisseur du vécu apporte quelque chose. Et on voit très bien au fil du temps, enfin, moi, ce serait mon observation, d'après ce que j'ai vu, comment la technicité qui est nécessaire quand on est jeune, aussi pour passer les auditions, pour passer toutes les sélections. La technicité se met à reculer. Chez les très bons danseurs, c'est vraiment l'expressivité qui va prendre le dessus sur la technique. Moi, au fond, dans un spectacle de danse, mais c'est peut-être parce que je suis un naïf ou un béotien, je me fiche un peu de la technique ou de la virtuosité. Ça m'intéresse pas extraordinairement que le grand jeté, le 6 o'clock soit parfait. Ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est que une émotion me soit transmise. Et là, je dirais que le danseur expérimenté fait parfois passer plus d'émotions. Oui. Alors, j'en viens à un autre aspect qui compte dans votre livre, qui est le rapport entre la liberté et la discipline. Vous avez déjà décrit cette espèce de cloître, de société très fermé, parce que c'est un cloître. Aujourd'hui, par exemple, il est rare que les moines soient d'anciens moinillons, qu'ils soient d'anciens enfants élevés à l'intérieur des bénédictins ou des franciscains. Là, la plupart du temps, ce sont des enfants, garçons et filles, qui ont été élevés à l'intérieur du sérail, qui ont commencé l'école des petits rats à Nanterre, dont vous parliez tout à l'heure. Il y en a très peu qui viennent de l'extérieur. Le cas de Ludmilla Pagliero est tout à fait statistiquement rare. La plupart donc se connaissent depuis toujours, ont les
les amitiés, les rivalités, les amours, etc., contrariés ou pas, depuis toujours, et ils sont soumis à plusieurs types de disciplines. Alors, il y a peut-être une discipline dont j'aimerais qu'on parle d'abord, crainte qu'on l'oublie, c'est la discipline qui est liée à l'histoire de l'institution elle-même. C'est-à-dire que ce corps de ballet, qui s'appelait pas encore comme ça, a été créé sous Louis XIV pour discipliner la danse. Mmh. Et pour faire en sorte qu'il y ait une seule façon de danser, les danses de cour, qui étaient les seules qui intéressaient. Évidemment, le roi s'intéressait peu aux danses que dansaient les indigènes de Mur-de-Barrez Aveyron quand ils célébraient leur fête religieuse. Mais un mot, s'il vous plaît, sur cette disciplinarisation de la danse par Louis XIV, lui-même connu pour être un excellent danseur, et souvent d'ailleurs le premier danseur de des propres représentations à la cour. Mmh. Alors la danse qu'on appelle la danse classique, trouve ses origines à la cour des Médicis, je dirais dans la deuxième partie du XVIe siècle, à Florence, où commencent à exceller des maîtres de ballet et des scénographies, des chorégraphies, des spectacles assez fastueux qui sont donnés. Mais celui qui va véritablement codifier le style classique, c'est Louis XIV, en effet. C'est Louis XIV parce qu'il aime la danse, et on ne peut pas comprendre le style classique dans la danse si on ne rappelle pas à quel point il est lié au XVIIe siècle français et à cette volonté de mise en ordre rationnel en coupe claire du monde. Qu'on pense au jardin à la française, merveilleusement découpé avec ses buis taillés, qu'on pense au style du vers de Racine, si pur, si élégant, si dégraissé de toute fioriture, qu'on pense au style architectural de Versailles ou à la phrase de Boileau, on voit bien qu'on a un moment à la fois rationaliste, où les notions d'ordre et de clarté sont très fortement posées. Et c'est dans ce cadre-là qu'il faut interpréter la danse classique. Descartes, qui est contemporain de cette époque, dans son discours de la méthode en 1637, propose de ne retenir que les idées claires et distinctes. On pourrait dire que la danse classique ne retient que les mouvements clairs et distincts. Il faut que les mouvements soient présentés. Comme c'est une danse de cour, la manière dont on évolue dans l'espace consiste à se présenter soi-même. On se présente soi-même au public. D'où d'ailleurs ces numéros de solistes si importants, qui sont des démonstrations de capacité personnelle qu'on produit sur la scène dans le style classique. Et donc ce style classique, il va à l'encontre du corps, exactement comme le jardin à la française va à l'encontre du dynamisme inhérent à la nature, avec des arbres qu'on taille. Et bien là, le corps, on le taille, c'est-à-dire on impose une position de base qui est la position dite de l'en-dehors. On doit écarter les pieds tout en gardant le bassin fixe, qui est incroyablement difficile à tenir si on n'est pas entraîné. Ça, c'est la position de base. On danse sur pointe, donc on va contrarier l'anatomie ou la contraindre au nom d'une exigence supérieure de clarté, de raffinement. Ça, c'est vraiment le moment classique. J'ajoute une dernière chose, c'est que c'est un siècle qui est encore religieux, et donc il y a cette idée qu'on doit s'élever. C'est-à-dire que le corps essaye dans la danse classique de s'échapper tout entier à la pesanteur terrestre, à la gravité. C'est pour ça qu'on danse sur pointe, c'est pour ça qu'on relève le menton. C'est une danse qui tire en fait complètement les bras, les mains, la tête vers le haut, vers le ciel. C'est une danse qui doit nous mettre en communication avec ce qui est céleste et nous faire échapper à la mortalité terrestre. Et on voit d'ailleurs quelques manifestations anachroniques, si je puis dire, anachroniques par rapport à notre époque, quand on va voir un ballet classique aujourd'hui à l'Opéra Garnier, dans la manière de saluer aussi bien des danseurs que des danseuses. Il y a un rituel du salut qui est extrêmement désuet et tout à fait gracieux, mais je pense que c'est une des marques. Cette discipline qui, j'allais dire, s'abat sur la danse et qui est imitée partout, parce que évidemment ce qui se passe à la cour de France à cette époque devient la manière de faire des autres cours quand elles se veulent civiliser. Cette discipline, alors ça se traduit par un corps de ballet dans lequel il y a une hiérarchie. On passe d'un état à l'autre à travers un concours annuel.
vous avez sûrement assisté à ce concours annuel. Non, Non. non, le concours, les Alors, auditions, non. ça m'est arrivé une fois. C'est très impressionnant. Ça commence à 8 heures du matin, ça finit à pas d'heure. C'est les filles d'abord et les garçons d'abord ou l'inverse, selon les années. Et on commence par les plus petits, hein, qui doivent... Donc on tire une lettre au sort. Il y a un huissier sur la scène, un piano droit, un pianiste, habillé en noir, comme le piano. Et l'huissier dit, mettons que ce soit la lettre K qui a été tirée, donc Mademoiselle Kavinka dans la 4e variation de Raymonda. Et on entend un tout petit bruit, et on voit arriver une toute petite créature, et qui danse la 4e variation de Raymonda, puis qui retourne s'installer. Dans la salle, il y a les parents, qu'il faut entendre ensuite à l'entracte, enfin entre deux, qui expliquent à quel point leur fille est une créature absolument exceptionnelle. Et puis voilà, ça dure comme ça, on voit défiler les unes après les autres. Après Mademoiselle K, il y a Mademoiselle L, dans la 4e variation de Raymonda. Enfin, il y a un moment donné où Raymonda et sa 4e variation vous sortent par toutes les portes de la peau. Et puis à la fin, il y a on arrive aux plus âgés et on voit quelquefois des exploits magnifiques, mais on a vu, là encore, un rituel immuable, ancien, et qui s'impose à l'ensemble du corps de ballet. Est-ce que de ce que vous avez observé, il n'est pas en train de se passer quelque chose à l'intérieur du corps de ballet qui voudrait alléger un peu, assouplir, rompre un peu ce carcan dont par ailleurs les danseurs savent et le poids et la nécessité? Alors, effectivement, il y a ce caractère assez impitoyable des auditions, des sélections. On est sur des ratios de réussite qui sont faibles, hein. Je veux dire, les entrées, l'entrée dans le corps de ballet, c'est à chaque fois qu'une petite porte s'ouvre, c'est 2 places pour 150, 200 candidats ou candidates. Donc, il y a une sorte de sélection impitoyable. Ensuite, je dirais que c'est un peu comme les bonnes boîtes de nuit c'est-à-dire qu'une fois qu'on est dedans, ce qui est sidérant, c'est que le niveau, c'est l'élévation du niveau moyen. C'est-à-dire qu'en fait, moi je m'attendais, un peu à cause de ce que j'avais lu dans les médias, à voir des corps qui souffrent, à voir d'une discipline de fer, et cetera. Ce que j'ai vu, c'est une aisance prodigieuse. C'est-à-dire, j'ai vu des corps rayonnants, enfin pour moi, des corps absolument rayonnants. Et surtout des corps d'une malléabilité telle que le chorégraphe est renvoyé à ses propres limites. C'est-à-dire qu'un bon chorégraphe, il a devant lui les rôles des danseurs, ils savent tout faire. Donc qu'est-ce que lui est capable de leur apporter? Qu'est-ce qu'il est capable de leur de les faire sentir ou découvrir en plus sur le mouvement? C'est un défi pour le chorégraphe. C'est-à-dire que là, c'est comme un peintre à qui on offrirait la palette la plus extraordinaire de tubes de couleurs, mais maintenant, il va falloir qu'il démontre ses capacités. Donc ce corps de ballet est très singulier par sa capacité. Moi, les cours du matin, par exemple, les cours du matin, quand une consigne de danse est donnée, c'est 20 ou 30 mouvements qu'il faut enchaîner. Il faut qu'on explique ce que c'est que les cours du matin. Ah oui. D'autant plus que ça a une importance dans votre livre quand vous réfléchissez à la question de la discipline et de la liberté. Oui. Donc, ce que les danseurs appellent le cours, c'est... Pendant 1 heure, 1 heure et demie, tous les matins, tous les matins, les danseurs ont un cours. Il existe un cours qui est seulement réservé aux étoiles, mais en fait, la plupart du temps, les étoiles viennent au cours commun, au cours collectif. Et là, il y a un piano, il y a un maître de ballet qui est souvent un ancien étoile, et on répète depuis toujours, en fait, d'abord les pas de base de la danse classique, première, seconde, troisième, etc., à la barre, puis sans barre, au milieu du plateau, et des consignes sont données sur des enchaînements de mouvements qui passent très vite. La consigne va vous dire d'enchaîner 20 ou 30 figures. Le piano se met en route avec le rythme qui est donné par le maître de ballet et tout le monde enchaîne. Donc 50 ou 60 personnes enchaînent ces mouvements sans se tromper. Il n'y a personne
qui va interpoler, c'est le matin à 9h, 9h30, personne ne va interpoler de mouvement. Ils ont tous retenu ce qu'il fallait faire. Ça vous donne l'impression d'arriver, je sais pas, à une sorte de congrès international de mathématiciens avec des gens qui parlent leur propre langage. Surtout que de temps en temps, quand dans la consigne, il doit y avoir une incongruité que moi je suis incapable de détecter. J'ai, retranscrit quelques consignes dans le livre pour montrer, ce que c'était, mais de temps en temps, tout le monde se met à rire. Il y a un truc drôle dans la consigne. Alors là, vous comprenez pas pourquoi. Et donc ça, c'est la première fois que j'ai assisté à un cours. Ludmilla arrive et me dit, «Tu vois Alexandre, ça, je fais ça depuis que j'ai 7 ans, tous les jours». Je me suis dit: «D'accord». Ça, c'est vraiment, je pense que dans tous les arts, il y a une nécessité d'articuler la discipline et les libertés. Dans l'écriture, c'est bien évident, vous devez maîtriser l'orthographe, la syntaxe, connaître vos classiques et aussi vos contemporains. En fait, vous devez savoir ce qui a été écrit dans votre discipline. Il y a beaucoup de travail. Je dirais quand vous avez fait tout ce travail, vous n'avez encore pas grand-chose. Vous n'êtes pas encore un auteur. Mais là, de la même manière, il y a une exigence de discipline, mais qui est poussée à l'extrême, au sens où, je dirais un écrivain qui s'arrêterait complètement d'écrire pendant 3 mois, à la rigueur, pourrait en trouver un bénéfice et revenir ressourcé, avec un imaginaire un peu renouvelé et des mots nouveaux en tête. Un danseur qui s'arrête pendant 3 mois, il n'est juste plus rien. Il n'est plus rien, c'est-à-dire qu'il va lui falloir un temps considérable pour retrouver ses écarts, pour retrouver, la souplesse des articulations, pour retrouver son endurance. En fait, il a perdu un temps qui peut lui être d'ailleurs fatal si c'est un jeune danseur. Alexandre Lacroix, merci. Nous nous retrouverons pour un dernier entretien la semaine prochaine, dernier entretien autour donc de votre livre et de la découverte du travail des danseurs et de la personnalité très remarquable de Ludmilla Pagliero.